Plusieurs mois après les États généraux de la justice en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Madame et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Invité 30. Invité 30 d'aujourd'hui, je suis Maître Willy Wenga. Maître Willy Wenga est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bon, ça va un peu. Nous voici encore dans votre bureau. Qu'est-ce qu'on peut retenir plusieurs mois après les États généraux de la justice? On en avait parlé et aujourd'hui, nous venons encore pour renchérir. Merci beaucoup madame. Les États généraux de la justice ont lieu, ont vécu et les résolutions ont été prises telles que vous l'avez suivi. Nous sommes à l'étape de l'exécution des résolutions. Il faut reconnaître que les États généraux qui avaient commencé très bien avaient pris fin aussi dans le temps prévu. Cependant, il faut reconnaître qu'à la fin, il y a eu beaucoup de remous s'agissant des résolutions qui ont été adoptées. Les uns ont considéré que les résolutions n'ont pas reflété ce qui a été voté et adopté en commission. Et à un certain moment, vous aviez suivi un groupe de membres, de participants qui avaient considéré qu'il y avait des fois en écriture parce que les rapports finaux ne reflétaient pas la réalité, ne reflétaient pas la vérité. Mais je dois avouer que jusque-là, je ne sais même pas quel est le sort de ces résolutions, encore moins quel est le sort de la plainte qui fut introduite en faux en écriture contre la décision ou bien contre le rapport final de ces travaux. Donc, c'est dans ces situations-là qu'on se retrouve, de telle sorte qu'aujourd'hui, après les travaux des États généraux de la justice, un silence s'est observé et s'observe, de telle sorte que je ne peux pas vous dire si il y a eu un début d'exécution de résolution, s'il y a eu prise en compte de résolution, parce qu'en définitive, les consommateurs, l'utilisateur final de ces résolutions, c'est le gouvernement, l'exécutif, et au finish, c'est le président de la République. Parce qu'il y a de ces décisions qui ont été prises ou de ces résolutions qui ont été adoptées, qui sont l'usine du domaine du gouvernement, les autres du domaine du chef de l'État et d'autres du domaine du législatif. Donc, on va voir à l'avenir si telle mesure, telle autre pourrait être prise, être considérée comme l'exécution d'une des résolutions. Mais au jour d'aujourd'hui, le silence est total. On ne sait plus quels sont devenus les actes finaux. On ne sait plus quelles sont devenues les résolutions. Il y a crainte qu'on arrive encore au même constat que les travaux qui ont lieu en 2015 et qui n'ont été exécutés qu'à moins de 1%. Vous voyez, malheureusement, c'est de l'argent de l'État, de l'exécutif, c'est de l'argent qui devait servir à améliorer les conditions de vie des uns comme des autres au niveau de la fonction publique, au niveau de la magistrature, mais qui risque d'être ou d'avoir été utilisé sans qu'on arrive à la finalité qu'on visait, celui de réparer ou de soigner la justice qui était ou est encore ou serait encore malade. Maître, est-ce que vous trouvez ça normal? La normalité est là, parce que lorsqu'il y a des travaux de ce genre d'envergure, comme les États généraux, madame, il faut des résolutions. Des résolutions unanimes, des résolutions qui font objet d'une concertation et qui doivent donner lieu à des décisions. Et lorsque ces résolutions sont prises, il faut reconnaître aussi que ça doit donner lieu à des décisions à court terme, à moyen terme et à long terme. Que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme, parlons d'abord de court terme, jusque-là, il n'y a pas encore, en tout cas, à ressentir aujourd'hui que ces États généraux avaient lieu et qu'aujourd'hui on vivrait sous l'exécution d'une de ces résolutions. Est-ce qu'on peut estimer que les résolutions de 2024 seront différentes de celles de 2015? D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que l'objectif était
la révisitation des résolutions de 2015. Lorsque vous voyez les termes de référence des États généraux 2024, on vous dit que en convoquant les États généraux 2024, on ne remettait pas en cause ceux de 2015. Mais par contre, on voulait évaluer qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui n'était pas fait. Mais lorsque nous étions en conférence, lorsque nous étions en travaux, le jour qu'on nous a projeté sur l'écran les pourcentages d'exécution de résolution de 2015, on a été honteux et confus. En ce que l'exécution était de moins de 1%. On s'est dit, bon, pourquoi les États généraux de 2024, lorsque ceux de 2015, qui était un travail très bien élaboré, que 2024, n'est-ce pas, n'ont jamais été exécutés. On a déjà dès le départ, le participant le plus avisé se disait pourquoi ces États généraux, alors que ceux de 2015 restent encore dans les tiroirs. Mais comme il fallait le faire, au regard de la volonté de l'exécutif, on a fait. Mais bon, comme il n'y avait rien de nouveau, par contre, les États généraux 2024 ont chuté par une tendance à semer la confusion ou le conflit ou remettre en cause des dispositions constitutionnelles, par exemple. Ça n'a pas fini avec un souhait majoritaire de gens qui voudraient que ces résolutions-là soient exécutées. Est-ce que c'est ça le frein qui empêcherait que ça soit exécuté aujourd'hui? Je ne sais pas tellement. Est-ce que ceux qui devaient l'exécuter ont tenu compte du fait que c'est même les travaux, le rapport final était attaqué en foi en écriture et qu'on attendrait l'issue de la plainte? Je ne sais pas. Mais au moins aujourd'hui, on constate qu'aucune des résolutions de travaux des États généraux de la justice de 2024 n'a été exécutée jusque-là. Merci beaucoup, Maître. Pour un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, où la corruption a été constitutionnalisée et la pauvreté ronge la société, comment devrait être la justice? Je ne saurais pas prendre en charge le mot corruption institutionnalisée. Parce que lorsque vous parlez de corruption institutionnalisée, ça signifie que nos institutions ont considéré formellement la corruption comme un mode d'emploi ou un mode d'exercice. Non. Par rapport à la société. La corruption, ça gangrène toutes les sociétés du monde, africaines particulièrement, et peut-être congolaises très particulièrement. Et lorsque vous regardez les efforts du gouvernement congolais, les efforts du président de la République, les efforts de toutes les autorités, c'est de lutter contre la corruption. Mais malheureusement, c'est un fléau qui a pris de l'ampleur de manière à affaiblir les efforts, de manière à affaiblir toute tentative de faire mieux. Vous savez, aujourd'hui, du fait de la corruption, ce n'est pas seulement au niveau de la justice, mais au niveau de la société tout entière, la corruption avilit. La corruption a enlevé dans l'esprit du Congolais tout esprit d'effort. Le Congolais considère maintenant ce que vous appelez dans le langage commun, Nzela Mukuse, qu'un effort, que des énergies à fournir afin d'atteindre un résultat sans reproche. Les Congolais aimeraient aujourd'hui frauder partout. Parce que la corruption, c'est quoi? C'est toute cette faveur qu'on sollicite en dehors des droits. Les Congolais aimeraient aujourd'hui donner 500 francs à un roulage pour brûler même le feu rouge. Les Congolais aimeraient aujourd'hui donner un 500 francs à un gardien de la porte de l'hôpital pour aller trouver la quiétude des malades. Alors qu'à cette heure-là, où il y a la barrière à ne pas entrer à l'hôpital, on vous dit que ce n'est pas l'heure de visite, parce que c'est l'heure de consultation ou de repos de malades. Mais lorsque vous voyez les sentinelles des hôpitaux, ils vivent de quoi? Elles vivent de l'argent qu'on leur donne avec une main fermée. Motalikas, comme on appelle. Hein, on appelle ça quoi? Motalikas. Motalikas, quoi. Donc on penserait que le visiteur saluait la sentinelle alors qu'il lui laissait quelque chose. C'est dans l'administration publique. Moi, je ne savais pas qu'il avait beaucoup de kilomètres
entre un seau et une feuille. Tu peux arriver dans une administration où le seau est là et la feuille est là, mais on vous dit que il faut laisser l'argent de l'encre. Alors que le seau est là pour... Mais si tu ne donnes rien, on n'appose pas le seau. Il y a même ce qu'on appelle les indicateurs, les numéros indicateurs. Celui qui a le seau est là. Celui qui a le registre des indicateurs, entrée est là, sortie est là. Et il crée une société là où il y a des distances. Une lettre peut traîner 2 semaines de l'indicateur vers le seau, vers le registre de sortie. Parce qu'on a... Donc, chaque fois qu'on parle de corruption, j'ai toujours considéré qu'il ne faut pas seulement axer les accusations sur la justice. La justice, bien sûr, a ses brebis galeuses. La justice, c'est un monde où tout ce qui est négatif dans la société devait être corrigé. Alors, par rapport à la corruption en milieu judiciaire, les efforts sont en train d'être fournis et les États généraux devaient apporter une solution idoine par rapport à ça. Malheureusement, les États généraux se sont transformés beaucoup plus à un tribunal contre les magistrats et non à un lieu de réflexion autour du fléau corruption dans le milieu judiciaire où il n'y a pas seulement les magistrats comme intervenants, il n'y a pas seulement les magistrats comme acteurs, il y a des avocats, il y a des huissiers de justice, il y a des greffiers, il y a... Tout le monde est là-dedans. Il y a les justiciables eux-mêmes. Il y a le pouvoir public avec les trafics d'influence parce que la corruption, ce n'est pas seulement l'argent. C'est toutes ces promesses qu'on donne pour promouvoir un magistrat, et toutes ces promesses qu'on donnerait pour promouvoir un greffier, et tout ça, donc, les États généraux, sur ces côtés-là, doivent avoir échoué. Doivent avoir échoué parce que ça n'a pas attaqué le mal pour obtenir une thérapeutique de choc afin d'éviter que la justice continue à être malade. Jusqu'à ce que même certains ont considéré que la justice est morte ou serait à la morgue. Vous voyez un peu ça? La justice, c'est le pilier d'une démocratie. La justice, c'est le pilier d'un état de droit. Et le chef de l'État a plusieurs fois rappelé ça. Et j'ai suivi même le discours même du président Kamou Leta du Conseil supérieur de la magistrature. Il est revenu beaucoup sur ça. Donc, la corruption, c'est un problème éthique. C'est un problème moral. On devait se dire tous, mettons fin à la corruption. Or, aujourd'hui, la corruption a atteint même nos familles. La corruption a atteint même les églises. Vous voyez un peu ça? La corruption, c'est un fléau, madame. Ça atteint tout le monde. Les parents qui mettent de l'argent dans les cahiers des enfants pour donner aux professeurs. Et avec un petit mot, monsieur le professeur, je sais que mon enfant est faible, mais fais tout pour qu'il passe les classes parce que c'est un enfant oyo, Nazuela qui est dans ma bonne délit. Je l'ai eu difficilement, cet enfant-là. Je n'aimerais pas qu'elle soit encore frustrée par des échecs. Mais quels sont les efforts que vous, la maman? Alors l'enfant, en allant à l'école, il sait déjà que ma réussite viendra de ce que j'amène dans la farde de mon cahier à donner au prof. Vous voyez un peu ça? C'est terrible. Aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres ne visitent que les fidèles qui ont un peu de moyens. Nous, lorsqu'on grandissait, on voyait ces prêtres blancs qui allaient dans toutes les familles des pauvres. C'est eux qui étaient porteurs même des choses à donner aux fidèles, aux chrétiens, même des petits bouquins. Mais aujourd'hui, les prêtres d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, et en allant vers les fidèles, c'est eux qui attendent des fidèles que les fidèles donnent quelque chose. Yosan loko on peut s'attendre, na pasteur Nabino, mais on ne priera pas pour toi. Mais si tu as les moyens, chez toi, il y aura chaque jour de veillée. Le pasteur aura beaucoup de visions sur toi chaque jour. Le pasteur va vous prédire beaucoup de choses seulement dans les stratagèmes. Tout ça, c'est la corruption. Vous voyez? Donc, la corruption peut être entendue sur plusieurs formes et qu'on cesse toujours de considérer que c'est seulement la justice qui est corrompue ou qui serait corrompue, alors qu'il y a, là, à les 10 ans, je ne fais pas l'avocat de la justice. Et je voulais juste considérer que le combat doit être plus élargi, mais chez nous, au niveau de la justice, les États généraux n'ont pas réglé ces problèmes-là. Même la Bible a dit, la justice élève une nation. Qu'en est-il de la justice de la RDC? Et je vais vous dire une chose, peut-être, ce n'est pas mon domaine de la prédication, ce n'est pas mon domaine, la Bible. Je crois fermement, je crois fortement. Mais la justice dont parle la Bible,
est-elle seulement la justice judiciaire? C'est ça la question qu'il faut se poser. La justice dont parle la Bible, est-elle uniquement la justice judiciaire? Non. La justice dont parle la Bible, n'est-ce pas, vient du mot juste. Or, notre justice peut ne pas être juste. Hein? La justice peut ne pas être juste, mais la justice peut être juridique, mais pas juste. Parce que lorsque la justice acquitte quelqu'un qui a tué, parce qu'il y a doute, mais la réalité c'est que la personne a tué. Mais ceux qui sont venus accuser la personne n'ont pas amené des éléments pour quoi? Pour le faire condamner. À ce moment, la justice n'est pas juste. À ce moment-là, cette justice élève la nation parce que le criminel reste acquitté. Mais la justice qui élève la nation et qui est visée par la Bible, au-delà de la justice judiciaire, c'est tout esprit de justice. Tout esprit de justice distributive. Lorsque vous savez partager avec tout le monde est élevé. Lorsque vous savez distribuer, tout le monde est élevé. Vous comprenez? Lorsque vous savez donner aux pauvres ce qu'ils méritent, c'est ça la justice. Lorsque vous ne savez pas ravir à la veuve, c'est bien. Ça élève. Lorsque vous ne savez pas faire, c'est ce qui élève la nation. Ce n'est pas que non, est condamné, ça élève la nation. Est acquitté, ça élève la nation. Ce n'est pas ça. J'ai toujours dit aux gens que la justice élève une nation. C'est toute autre chose au-delà des judiciaires. C'est plus englobant. Mais bon, qu'on attribue ça seulement aux juges, il faut rentrer dans les livres des juges et des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais la justice élève une nation, ce n'est pas seulement la justice judiciaire. C'est tout comportement tendant à reconnaître à chacun ses droits. Tout citoyen ou citoyenne, militante et militant, qui reconnaît à l'autre ses droits, il a appliqué la justice et ça permet à ce que cette personne aussi soit élevée. Élever la nation signifie que tout le monde doit monter, tout le monde doit s'épanouir. Et cet épanouissement-là ne peut venir que de l'esprit juste. Vous comprenez? C'est un peu ça. Maître Willy Wenga, l'actualité, c'est aussi la dernière visite du procureur de la CPI ici chez nous en République démocratique du Congo. Cette présence peut influencer la justice de la RDC? Ça n'influencera rien. Lorsque le procureur général de la CPI est en visite dans un pays, se regarde les informations qui lui arrivent. Mais lorsque il a été ici chez nous, ça devait influencer quelle justice est ici? Non. Il est venu voir, il est venu entendre, il est venu expliquer. C'est une visite diplomatique. N'est-ce pas? Comme tout le monde qui est passé ici. Nous avons reçu beaucoup de grands ici. Le pape est passé ici. Le président Macron est passé ici. Des secrétaires généraux adjoints de l'ONU, chargés de matière de sécurité, sont passés ici. Ce sont des visites diplomatiques pour entendre de près, pour voir de près, pour se faire une conviction. Mais après avoir vu de près, après avoir visité de près, après avoir reçu ceux qui ne pouvaient pas arriver à La Haye, pour parler de ce qui sont les violations des droits de l'homme, tous ceux qui ont la commission de tous ces crimes de la compétence de la Cour pénale internationale, il rentre chez lui et il attend maintenant que vous, les Congolais, il attend maintenant que vous, les victimes, il attend maintenant que le témoin réagisse, lui apporte, n'est-ce pas, les informations, les preuves, les témoignages. Et par rapport à ce que vous avez suivi, lorsqu'il est rentré, il a demandé maintenant aux Congolais de lui fournir les moyens de preuve, les cas de violation, les documenter. C'est le travail maintenant de tous les ONG des droits de l'homme. Qu'est-ce que les ONG des droits de l'homme ont fait de la visite du procureur ici? Il a raconté ses homologues procureurs, certainement, et principalement le procureur général pour la Cour de cassation, avec qui ils ont échangé, avec qui ils échangent souvent parce que de temps en temps, Firmin Von, le procureur général pour la Cour de cassation de la RDC, effectue des voyages, des travails à La Haye. Donc, j'estime pour moi que c'est une visite de courtoisie, une visite de formation, une visite de travail. Ça n'a rien d'impact. Aucun impact. Vous savez, ça c'est pour la consommation nationale, pour la consommation du public. Mais pour nous, les professionnels, à la fin, on se dit, bon, il est venu, il est rentré, il est venu faire quoi? Il n'est pas venu ouvrir un dossier ici. Il n'est pas venu s'autosaisir ici.
tout doit partir du gouvernement congolais, des citoyens congolais victimes, parce que chaque victime peut saisir la Cour pénale internationale, des témoins de faits, des ONG, pour maintenant formuler des plaintes, des dénonciations, en se disant qu'au moins le procureur général ayant été chez nous, ayant vu ou entendu sur place, peut être plus attentif à ouvrir des enquêtes préliminaires par rapport à notre pays, par rapport aux exactions qui ont fait violer le droit international et ici le droit de la Cour pénale internationale. En tant qu'avocat bien réputé, quel est votre point de vue sur les audiences foraines organisées contre le bandit urbain dans la ville de Kinshasa? Pas seulement à Kinshasa. Je dois féliciter d'abord le magistrat, le parquet et le juge pour ce travail de titan. Parce que la flagrance nécessite une procédure urgente, n'est-ce pas? Mais vous savez, je me dis, en matière de la justice, il y a deux choses. La première, il ne faut pas se précipiter à juger les gens du fait de la clameur publique, du fait de la rumeur, du fait de sans qu'on ait des preuves. Parce que lorsque on poursuit les Koulouna en flagrance, c'est une très bonne chose. C'est pour des raisons pédagogiques. Mais la crainte, c'est que le juge ou le ministère public, dans cette urgence-là, mais au regard du nombre de prévenus, par exemple, 80 Koulouna, en 48 heures, juger 80 Koulouna, ça fait beau. Mais en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'injustice. Injustice parce qu'on n'a pas peut-être le temps d'apprécier si parmi les 80 arrêtés, il n'y a pas des innocents. Bien sûr, on finit aussi par acquitter certains parmi eux. Mais aussi l'inefficacité de la justice, parce que la justice agit comme si elle était placée sous pression de l'exécutif. Vous voyez, ce n'est pas beau qu'un juge instruise une affaire en présence de son autorité hiérarchique. Vous voyez, lorsqu'on fait toutes ces procédures-là, les ministres sont là, peut-être les procureurs généraux sont là, peut-être le premier président ou le président sont là. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que le juge n'est plus indépendant. Il faut, nonobstant la situation difficile, nonobstant la gravité des faits, laisser au juge son indépendance. Oui. Chercher au juge, laisser au juge son indépendance. C'est bon. La flagrance est prévue en vertu de l'ordonnance de 1978. Le fait doit être jugé à toute rapidité, n'est-ce pas? Mais il faut éviter d'être injuste. Mais aussi, il faut éviter que les juges n'instruisent sans beaucoup d'indépendance, ou pour plaire ou par crainte de la hiérarchie. Vous voyez? Ou pour commencer à condamner seulement avec des peines qu'on n'a pas beaucoup eu le temps d'apprécier si cela valait ou cela est réparatrice. Vous voyez un peu ça? Ce qui fait que l'objectif poursuivi de tous ces procès, qui devaient être considérés comme des procès pédagogiques, ça ne met pas fin à cette criminalité. Et chaque jour que ces colonnes-là se multiplient, hein, ils sont toujours là, malgré les procès. En définitive, c'est l'État qui risque d'être essoufflé, parce qu'à un certain moment, on ne saura pas quoi faire avec ces enfants-là. Là, c'est là où je dois dire bravo au service national, qui quand même aille à les occuper dans des étendues de champs, dans des menuiseries, dans des maçonneries. Et c'est là où le gouvernement congolais devait focaliser son attention. C'est-à-dire que juger ces enfants, on les amène vers Kayamaka, c'est ou ailleurs,
Mais il fallait beaucoup plus les condamner à d'autres peines. Parce que comment ça veut dire que quelqu'un que vous condamnez à 20 ans, il est condamné à 20 ans, mais vous l'amenez à Kanyamaka, il a été condamné à la prison. Kanyamaka, c'est quoi ce moment-là? Une resocialisation où en allant là-bas, il est toujours prisonnier ou bien il a un homme libre? Ouais, un peu ça. Donc, c'est encourageant, mais il faut rassurer les juges de leur indépendance. Et le temps d'enquête doit être nécessaire pour éviter de juger ces jeunes gens-là sur base de la clameur publique ou de considérations d'ordre pas juste. Ce qui fait que, on vous dit que non, moi je suis étudiant à l'ISIPA, moi je suis étudiant à l'IPN, on m'a pris sur la route, moi les policiers m'ont pris pendant que j'achetais un pain, moi on m'a arrêté dans un dépôt. Donc, éviter un peu des dénonciations calomnieuses aussi. Voilà. Maître, on peut dire que la décision du ministre de la Justice de désengorger la prison centrale, là, ce n'était pas une bonne décision, c'était précipité. Non, en fait, désengorger la prison, c'est une très bonne mesure. Et ce n'est pas une mesure du ministre de la Justice. C'est la loi qui l'a prévu. La loi a prévu des mesures de désengorgement. Parce que lorsque la loi considère qu'une personne, après avoir passé le quart de la peine, après avoir considéré que toute personne qui a dépassé le quart de la peine est éligible à une libération conditionnelle, ça signifie que la loi a prévu déjà le mécanisme de désengorger. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter la prison à 5 ans alors qu'il a été condamné à 20 ans. Vous voyez un peu ça? Quelqu'un peut quitter la prison à 1 an alors qu'il a été condamné à 5 ans. C'est-à-dire que la loi elle-même a prévu la possibilité pour un condamné de quitter la prison avant la fin de sa peine. On donne au ministre de la Justice le pouvoir d'apprécier maintenant les personnes qui devront bénéficier de la libération conditionnelle. C'est le pouvoir du ministre. C'est le ministre qui signe l'arrêté de ces personnes-là. Mais en collaboration avec le directeur de la prison et du procureur général qui a le pouvoir sur la détention. Oui. Alors, lorsque le ministre de la Justice envisage la possibilité d'octroyer des libérations conditionnelles, il doit le faire conformément à la loi, à la lumière de la loi, selon les procédures de la loi. Vous voyez? Et qui apprécie, c'est le directeur de la prison qui vous dit que ce monsieur a déjà fait le quart de la peine, il y a une conditionnalité, il s'est bien conduit en prison, la bonne conduite. Ce n'est pas automatique que tu as quart de la peine, tu peux être libéré conditionnellement. Non, non. Outre le quart de la peine, d'abord il faut que votre infraction soit une infraction éligible à la libération conditionnelle, parce qu'il y a des infractions vis-à-vis desquelles on ne peut pas être libéré conditionnellement. Le meurtre, le viol. Un violeur, on ne le libère pas conditionnellement. Mais lorsque le ministre de la Justice prend cette décision-là, par respect à la loi, par respect à la procédure, et en collaboration avec ses collaborateurs, dont le directeur de la prison et le procureur général, et tous sont d'avis, parce que le ministre, lui, il dit, je veux accorder la libération conditionnelle. C'est le directeur de la prison qui prépare la liste, qui soumet à une commission. Vous voyez? Et le ministre vient seulement signer. Et le ministre ne connaît personne en prison. Le ministre ne connaît personne. Mais lorsque le ministre prend une décision de libérer tous ceux qui ont fait déjà 2 ans, sortez. Ce n'est pas le pouvoir du ministre. C'est le pouvoir du chef de l'État qui peut gracier, qui peut commuer les peines, qui peut réduire les peines. C'est le chef de l'État et non le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice libère conditionnellement en vertu de la loi qui sont du domaine du chef de l'État ou qui sont de son domaine, mais sans respecter la procédure prévue à libérer tout le monde conditionnellement. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et moi, je dois vous avouer que tel que j'avais entendu et suivi, s'il est vrai
que le ministre de la Justice avait procédé à la libération de tous ces gens-là, sans respect de la procédure, quelque part, il a un problème d'évasion des détenus. Il a un problème d'évasion des détenus. Mais s'il avait respecté toute la procédure, non, c'est son pouvoir. Il n'est reprochable à rien. Mais malheureusement, celui qui doit être reproché à ce moment-là, c'est le directeur de la prison. Parce que le directeur de la prison doit avoir donné au ministre la liste des bandits qui ne se sont pas amendés pour bénéficier de la libération conditionnelle. Vous voyez? Maître Willy Wenga, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que la justice traverse beaucoup de problèmes. Et comme la République elle-même traverse une situation difficile aujourd'hui. Mais je pense que l'unique chose à faire, c'est de se serrer le coude. C'est de travailler pour la République. Et non travailler en considérant que non, pour que moi je puisse vivre, je dois monter le doigt à l'autre comme auteur de ma misère. Non. Ou pour que les gens ne regardent, la justice est malade, oui. Elle est guérissable. Elle est malade, mais elle est guérissable. Les états généraux ont lieu. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi les résolutions n'ont pas encore fait objet d'un début d'exécution? Vous voyez? Mais c'est à toutes ces questions qu'il faut trouver des réponses pour qu'on démarre, pour qu'on décolle. Et si la justice se mourait aujourd'hui, ce n'est pas le fait de seul magistrat, c'est la responsabilité commune. Vous voyez? Mais le souci et la préoccupation, c'est de se ranger derrière les autorités qui fournissent des efforts pour relever cette justice-là judiciaire. Moi, j'ai beaucoup toujours insisté sur la justice judiciaire. Parce qu'il y a aussi la justice sociale. La justice distributive. Lorsqu'une personne s'octroie 50 millions et donne à sa sentinelle 200 000 francs, c'est injuste. C'est la justice aussi. Oui. On ne pense pas seulement que la justice, c'est celle dont on voit la justice judiciaire, non. La justice, c'est vaste. Et pour qu'elle élève une nation, que chacun, dans sa manière de faire, reste et demeure toujours juste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Willy Wenga. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Invité 30 qui avait reçu Maître Willy vont aborder les états généraux de la justice et la République démocratique du Congo qui ont eu lieu il y a quelques mois. Voilà, restez branchés, connectés sur Rupture Télévision. Moi, je vous retrouve prochainement. Merci à l'équipe technique, merci à Maître Willy Wenga, merci à tout le monde.